18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Punchline avec Bruno Jodit de Paris Match, Louis Haussalter de Marianne et Gaspard Ganzer, conseiller en communication. Emmanuel Macron, on va l'écouter, COP26, et puis derrière Boris Johnson, Premier ministre britannique, il nous appelle, attention, à faire la révolution pour lutter contre le réchauffement climatique. La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5 degrés, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. C'est le seul moyen de recrédibiliser notre stratégie et d'avoir des stratégies d'ici à 2030 qui permettent de rendre crédibles les 1,5 degrés Celsius. La colère et l'impatience du monde seront incontrôlables, sauf si nous faisons de cette COP26 à Glasgow le moment où nous prenons au sérieux le changement climatique. Et nous pouvons y faire face sur le charbon, les voitures, l'argent et les arbres. Nous avons la technologie pour désactiver cette machine infernale. Pas en une seule fois, j'ai malheureusement peur que ce soit trop tard pour ça. Mais un par un, avec vitesse et efficacité, on peut. Voilà, j'ai l'impression d'une histoire sans fin où on multiplie les punchlines dans ces grands sommets internationaux et où on est incapable de tenir les objectifs qui sont fixés, notamment les 1,5 degrés de baisse de la température d'ici 2100. Ça sert à quoi ces sommets? D'abord, je pense que ça sert. Je pense, que ça sert, et je pense que la COP21 a montré que ça pouvait servir, parce que la COP21 n'a pas seulement débouché sur une réussite qui a permis à Laurent Fabius et François Hollande d'aller saluer ce grand succès, ça a débouché sur un traité. C'est quand même quelque chose de sérieux qui a été dénoncé ensuite par Donald Trump. Le problème, vous avez raison, c'est que les promesses de la COP 2021 n'ont pas été tenues. Les 1,5 ne sont pas tenus. Le milliard qu'on devait donner aux pays émergents, pas tenu. Et on pourrait comme ça multiplier. Donc c'est un peu ça. Là, c'est vrai que la COP 2026, je suis d'accord, elle est mal engagée. Pourquoi ? Parce que faut regarder la liste des absents avant de regarder la liste des présents. Emmanuel Macron et Boris Johnson sont pleins de bonnes intentions. C'est assez drôle d'ailleurs de les voir tous les deux d'accord au moins sur ce sujet-là, parce que sur la pêche, on a notre petite guéguerre, nous là, entre Français et Anglais, et là, quand même, Johnson aura besoin de Macron comme leader aussi, et ils ont raison de se serrer les coudes. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le chinois, vous n'avez pas le russe, Bolsonaro est venu, mais enfin, on sait ce qu'il pense. La maudit. Il y a l'Indien quand même qui est là. Mais enfin, mais si eux se mettent pas autour de la table pour avancer, alors que le GIEC a annoncé que ça se dégradait beaucoup plus vite que prévu, le zéro carbone en 2050, on en est loin. On en est très loin. Ça sert à quelque chose ces sommets, justement, on vient de me demander si ça sert à quelque chose. J'entendais Yann Arthus Bertrand expliquer que ça servait à rien. Le problème, c'est que c'est exactement ça. On a toujours l'impression du même petit théâtre, c'est-à-dire que on fait un grand sommet, les gens viennent, les dirigeants viennent, ou alors ils viennent pas. La maison brûle, on regarde ailleurs, il n'y a pas de planète B. On fait des grands discours comme ceux qu'on vient d'entendre. On prend des engagements qui en fait n'engagent que ceux qui veulent bien y croire, parce que c'est très facile à dénoncer. Un traité international, on n'est pas dans le cadre d'une organisation supranationale qui imposerait certaines volontés ou certains objectifs aux États. Quand le président change, ça peut être dénoncé, on l'a vu avec Trump. Donc en fait, oui, j'en viens vraiment à me demander si ça sert à quelque chose, c'est-à-dire si cette méthode multilatérale, si le multilatéralisme onusien en fait a pas atteint complètement ses limites dans ce genre d'opération où quand même il y a un chronomètre qui tourne et où on doit se fixer des objectifs au niveau mondial. Là en plus la Chine n'est pas là, c'est le premier pays pollueur du monde, l'Europe aura beau faire tout ce qu'elle veut, la France est le 19e pays qui émet le plus de carbone. Alors certes, ça reste beaucoup de carbone, mais on ne fera rien seul. On peut toujours se flageller, Louis. Globalement, on prend plutôt des mesures, c'est quand même le continent qui prend le plus de mesures. Et la France, oui, on peut barguiner sur le fait qu'on en fait pas assez, si l'Europe ne devrait pas prendre le problème, c'est qu'on prend des mesures toute seule. Mais bien sûr, on se demande si l'Europe ne devrait pas, elle, en tout cas, aller beaucoup plus loin, prendre le lead là-dessus, essayer de montrer l'exemple et ensuite on verra. Parce que je suis pas d'accord. Faire des conférences. Non, mais bien sûr qu'elle le fait. Et c'est le continent le plus où la prise de conscience semble la plus grande. Mais multiplier les grands-messes mondiales comme celle-là, franchement, je commence à avoir du mal à... Je pose la question, vous aussi, Gaspard Ganzer ? Ouais, enfin, ça a au moins un mérite, c'est qu'on en parle, mais c'est vrai que ce modèle, à mon avis, est à bout de souffle. Les mots sont vidés de leur sens. Ils ont été usés, réutilisés.
Et on sent que même les chefs d'État et de gouvernement, ils y croient pas totalement. Hein. J'ai connu Boris Johnson et Emmanuel Macron plus entraînants dans leur façon de convaincre. Hein. Ils sont de bonne foi, mais ils savent bien que ça va être très difficile. Non, moi j'ai la conviction que les choses ne changeront durablement et fortement que par les opinions publiques et les citoyens. C'est-à-dire que quand les électeurs feront comprendre dans les démocraties à leurs dirigeants qu'ils ne voteront pour eux que si ils changent les choses de façon concrète, qu'ils soient écologistes ou pas, là je peux vous dire que les gens d'un coup d'un seul deviendront très très écolos. C'est un peu ce qui est en train de se passer en Allemagne, ça viendra peut-être en France. Après, ça viendra en France. Même en Chine. J'en suis sûr. C'est ma conviction. Je suis sûr qu'en France ça viendra soit en 2022 où on risque d'être très surpris par le score des Verts, je pense qu'il va être beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, largement plus important, et un jour ou l'autre on aura un président ou une présidente vert. Après il y aura la question des dictatures ou des régimes autocratiques où là le peuple n'a pas vraiment son mot à dire, et là ça viendra aussi de la pression populaire d'une autre manière. N'oublions pas qu'en Chine il y a eu des évolutions parce qu'en fait à un moment donné, dans les villes, notamment à Pékin, l'air était devenu irrespirable. Ils ont été obligés de changer les choses. Et d'une certaine façon, Bruno, la crise des carburants, de l'énergie, met en avant ce thème-là, qui est encore une fois un thème avec le nucléaire éminemment politique. Mais tous les jours, on est rattrapé, Laurence, par cette modification du climat. Tous les jours, la côte atlantique, pas besoin d'aller au bout du monde, la côte atlantique, on a des événements climatiques qui entament nos littoraux. Tous les jours, on a des exemples sous nos yeux de la transformation que provoque le changement climatique. Moi, je trouve pessimiste parce qu'il y a des échelons qui fonctionnent. Peut-être que les États, ça fonctionne pas très bien. Moi, je crois qu'il faut continuer à les faire, les COP. Mais prenons ce que font les maires des grandes villes. C'est vrai, ça. Très efficace. Pour le coup, Quand on regarde dans le détail, eux, ils imposent des choses, et y compris des maires de villes américaines, de tas de pays parfois qui sont plutôt mollassons au niveau du pays, mais efficaces pour les grandes villes. Deuxième niveau où ça fonctionne bien, les chefs d'entreprise. Parce que les chefs d'entreprise, ils se rendent bien compte que c'est leur business à terme qui va y passer. Donc du coup, eux, ils bougent plus vite que les chefs d'État. Il suffit de regarder. Alors, au début, on était là, le greenwashing, tout ça, mais ça devient concret maintenant. Ça devient. Donc moi, je suis pas aussi pessimiste. Peut-être que ça marche pas au niveau des États, mais on voit que ça entraîne des prises de conscience à des niveaux auxquels on n'avait pas pensé au départ. Les maires des grandes villes, les chefs d'entreprise, et évidemment les opinions. Louis Salter, le nucléaire, les questions de relocalisation, ce seront des thèmes centraux quand même, qui seront évoqués lors de la présidentielle. On vient de parler d'Arnaud Montebourg qui parlait de relocalisation il y a 10 ans. Son drame, c'est qu'il a eu raison trop tôt. Maintenant, Emmanuel Macron en parle depuis 2 ans et lance des grandes filières industrielles avec une volonté d'écologie. Après en avoir démonté d'autres. Après en avoir démonté d'autres, effectivement. Donc que chacun balaye devant sa porte et voit ce qu'il apporte là-dessus. Et puis le nucléaire, c'est quand même la force de la France dans cette affaire. C'est-à-dire que pourquoi le débat sur le nucléaire revient sur le devant de la table, c'est parce qu'on a un problème d'électricité, on va devoir augmenter la production et nos centrales sont vieillissantes, certes, mais c'est aussi parce qu'il y a un problème d'environnement, que l'Allemagne a arrêté le nucléaire et a relancé ses centrales à charbon, et qu'aujourd'hui ils sont 7e pays le plus émetteur au monde, alors que la France est 19e. Ça a quand même un vague rapport avec la façon dont on produit notre électricité. C'est pour ça que ce débat est revenu, et c'est pour ça que la France a quand même un coup à jouer en tant que puissance autonome dans sa production d'électricité et puissance très peu émettrice de CO2 dans sa production d'électricité. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, dans ses grands-messes qui peut-être ne servent à rien, mais où il y a au moins des discours, il peut au moins porter de la voix de la France en expliquant que la France prend sa part, et c'est sûrement ce qu'il va rappeler, dans le fait de ne pas émettre de CO2 et dans le fait, par exemple, de n'avoir pas relancé des centrales à charbon comme l'a fait Angela Merkel pour sortir du nucléaire. Comme les Anglais de ce point de vue-là, où on est vraiment, c'est sans doute pour ça qu'on se chamaille tout le temps, c'est qu'on est exactement pareil, on a misé sur le nucléaire, sur ces questions-là, ce qui fait que et Johnson et Macron peuvent vendre le même discours aujourd'hui à la tribune de la COP26. Il y a un deuxième sujet que citait Laurence à l'instant, c'est le sujet des relocalisations. Donc évidemment, il faut à la lumière de l'écologie, relocaliser l'outil de production pour réduire en fait les temps de transport et de logistique. Mais les consommateurs que nous sommes ont aussi une très lourde responsabilité. Il y a un moment, il va falloir accepter de payer nos vêtements plus chers, par exemple. Et d'en acheter moins. Mais nous, on peut se les payer, mais il y a des gens qui ne pourront pas. Bien sûr. Se payer certainement un peu plus cher pour ceux qui peuvent se le permettre, et peut-être d'en acheter aussi un peu moins, parce qu'aujourd'hui, 80% des vêtements que l'on porte sont produits en Asie. Voilà. Donc déjà, dans des conditions de travail inacceptables, mais surtout, le coût de transport est inimaginable. Et c'est ce qui vaut pour le textile, vaut aussi dans une moindre mesure pour la nourriture. Donc il faut aussi qu'on prenne chacun conscience de notre côté, de notre impact sur l'environnement de ce point de vue-là. On l'a vu sur la question des transports avec la crise des Gilets jaunes, l'accompagnement social
dans la transition écologique est très important parce que ça ne peut pas passer de décréter comme ça des mesures sans accompagnement social. On l'a vu, la crise des Gilets jaunes, ça tétanise totalement. La sortie des énergies fossiles, allez en parler aux gens qui ne peuvent pas prendre leur bagnole. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que la gauche devrait porter un discours d'accompagnement social beaucoup plus fort en parallèle de la transition écologique. Un tout petit mot sur le Brexit. Demain, on va le mettre en application. Les sanctions, on va les mettre en application ou pas? J'aimerais bien. J'ai l'impression qu'on est parti sans doute pour une petite crise entre Français et Anglais parce que alors après il y a toujours cette mise en scène de l'escalade là pendant tout le week-end. Est-ce que ça ne cache pas une désescalade? Parce que les pêcheurs, ils sont remontés à bloc. Hein. Là, les pêcheurs, c'est sûr que là, on est parti pour une guerre des chaluts dans les. Il y a eu la crise des missiles de Cuba, il y a la crise des chaluts de la Manche. C'est pas anecdotique. On a des problèmes avec la mer, avec les Anglais, parce qu'il y a des sous-marins d'un côté, de l'autre côté, il y a les bateaux de pêche. En pleine présidentielle, Macron ne peut pas lâcher les pêcheurs. Sinon, c'est. C'est sûr. On doit rejouer les grandes batailles navales avec les Anglais aussi. Il y a un peu de ça quand même. On a une histoire qui nous poursuit comme une malédiction. Et sur la mer, on n'a pas toujours été les meilleurs. Donc je ne souhaite pas qu'il y ait des affrontements violents. On est quand même cette nuit dans la Manche. 7 ou 8 pays européens sur cette question-là, donc on peut quand même montrer les muscles. Bon, on verra demain. D'accord. Et les sanctions sont mises en place. Merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground et à 20h, les infos avec Alexandre Demer. Bonne soirée sur Europe 1. Europe 1, 18h, 20h. Punchline, Laurence Ferrari.